Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 61e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine européenne après cette belle victoire face aux affreux Anglais. Je suis évidemment avec celui qui s'est régalé devant le match des Anglais mais des Saracens. Comment ça va Yann? Oui, c'est vrai, en plus, parce que j'ai fait une petite vidéo sur Tom Willis. Mais ouais, ça va. Tranquille, on a fait un bon week-end de rugby, donc c'était assez sympa, ouais. Ouais, c'est sympa aussi ces petits week-ends de Champions Cup où tu peux avoir du rugby de 14h à 20h quoi. Ouais, j'avoue, par contre, oui. Bon, et puis cette semaine, on accueille un supporter de l'UBB. Je crois que c'est la deuxième fois que tu viens dans l'émission. C'est celui qui anime le très bon podcast Corero Rugby, Korero, podcast sur le rugby de l'hémisphère sud. Comment ça va, Ludovic? Salut les gars, écoutez, ça va super bien. Très content d'être avec vous pour un deuxième round. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous. Toi, t'étais au stade dimanche. T'as encore un peu de voix? Ouais, ça va, j'ai été sage, c'est les matchs du dimanche, on y va mollo. Et c'était un de mes premiers de l'année, le premier même. Et franchement, ambiance super cool, j'étais trop content. Ça devient compliqué d'avoir des places pour aller voir l'UBB quand on n'est pas abonné. Donc j'étais vraiment content de pouvoir y aller dimanche. Et vraiment, c'est super après-midi. Ouais, c'était, je pense, le meilleur match depuis le début de la saison, en tout cas en termes d'enjeu, en termes d'ambiance, en termes de résultats. Donc, je pense que tu as bien choisi ton match. Comme vous l'avez vu, le titre reçu Saints sur 5. Référence d'ailleurs à un titre qu'on avait fait un peu plus tôt dans la saison où c'était reçu 4 sur 4. Merci à T. Sanchez et Julio de nous avoir proposé ce titre qui a été sélectionné par les auditeurs. On avait aussi Rugby Tuesday, donc le fameux qui nous avait proposé. Et Ray Assi se leva, en référence à Ray Assi, en odeur de sainteté de Caraïbes et Saint dessus-dessous de la part de Lali. Donc voilà, comme d'habitude, vous nous régalez avec tous les titres que vous nous envoyez. Il faut faire une sélection à chaque fois. Sachez que cette sélection n'est en aucun cas faite par Yann, vu que lui s'en tamponne un petit peu des titres. Et du coup, après, c'est vous qui votez sur les 4 qui ont été sélectionnés. Du coup, par mes soins, merci à Maud, Thomas, Edouard et Fabrice pour les tips de la semaine. Ça nous aide toujours très, très fortement à développer le podcast. Donc, un immense merci à vous. Et c'est grâce à vous et aussi à ceux qui s'abonnent, commentent, like les publications sur les plateformes de diffusion comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube d'ailleurs, ou les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Grâce à vous, on est de plus en plus visible, donc ça nous permet de développer notre audience et puis pourquoi pas avoir d'autres invités par la suite qui peuvent être un peu séduits par du coup l'audimat qui s'étend. Voilà pour cette petite intro. Je vous propose qu'on passe au résumé de ce beau petit match qu'on a eu ce dimanche. Et donc ce dimanche à 16h15, l'UBB recevait les Saints de Northampton pour cette 3e journée de Champions Cup, pour ce qui était juste un remake de la finale de 2025. Et c'est dans un Chaban en ébullition que tout va bien commencer, puisque l'UBB prend vite l'occupation et cela se traduit ensuite au tableau d'affichage avec un premier essai de Salessi Rayassi à la 7e minute. Mais Northampton répond très vite avec un magnifique, il faut le dire, essai de Henry Pollock 2 minutes plus tard sur un joli petit par-dessus. Mais sur le renvoi, ce même Pollock cafouille sa réception et va s'en suivre une série interminable de mêlées dominées par les Bordelot-Bléglé et qui va aboutir à un carton jaune pour le gaucher anglais. Et finalement, quelques minutes plus tard, l'UBB va reprendre l'avantage suite à un nouvel essai de Salessi Rayassi qui combine bien avec Damien Penaud. Et sur une contre-attaque menée par Louis Bielbiaré, les Saints et Hutchinson vont de nouveau prendre un carton jaune. Et à la demi-heure de jeu, Martin Pagerello va mettre à profit le travail de sape réalisé par les gros et envoyer Van der Merch à la buvette sur une petite feinte de passe au ras du rec pour porter le score à 19-7, puis 24-7 grâce à l'essai de Cameron Woki, bien servi par Damien Penaud qui n'avait pas envie de marquer ce week-end. Et ce sera le score à la mi-temps 24-7. À la reprise, Salessi Rayassi va nous offrir un petit bijou de 70 mètres. Cet essai est vraiment magnifique. Je crois qu'il a été élu essai du week-end pour donner 24 longueurs d'avance à l'UBB avant que Woki
opportuniste, inscrivent son deuxième essai à la 45e. On croyait qu'il y avait un en avant, mais pas du tout. Le ballon rebondit un peu comme un certain Etzebest il y a quelques temps, qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Rebondit derrière. Et si Northampton va inscrire un essai par Freeman, Woki, directement sur l'engagement, va maintenir l'écart et inscrire lui aussi son triplé avant que Mathieu Jalibert n'y aille aussi de son petit essai. Et finalement, avec le jeu des changements et un carton jaune reçu par Arthur Retière qui se prend en même temps un immense KO sur l'action face à Pollock, les Anglais vont aller chercher leur bonus offensif pour un score final de 50-28. Et comme pour toutes les victoires, on va commencer par les axes d'amélioration. Et avant de dire ce qui n'a pas été côté bordelais, je vous propose qu'on fasse un petit mot sur les Saints qui, on s'attendait à un match un peu plus serré, mais finalement, ça n'a pas été le cas, Yann. Ouais, clairement. Alors, on va pas dire qu'on a été déçus par Northampton. Je pense que c'est nous qui avons fait un match, ce qu'il fallait pour les éteindre. Après, si je mets en avant quelques joueurs d'équipe des Saints, il y a Pollock qui a marqué les esprits avec ses deux essais, et notamment le premier qui est juste magnifique. Après, il fait quand même, comme tu l'as dit dans ton résumé, la petite boulette, le petit en avant, et finalement, ça coûte très très cher par la suite. On en reparlera après dans les points positifs, mais clairement, cette série de mêlées, je pense que c'est ce qui a tué le pack. Et après, j'ai bien aimé Yogun qui rentrait au pilier gauche. Ça a été un des rares devant à amener un peu de densité et même du répondant au niveau de l'impact parce qu'il subissait pas mal les contacts. Et puis après, il y a une petite mention spéciale quand même pour le français de cette équipe qui est Bello, parce que Bello il s'était blessé la semaine dernière où il avait perdu, il a perdu 3 dents, il a eu je sais pas combien de points de suture, et suite à la blessure de Smith à la cuisse, c'est lui qui commence titulaire et il fait plutôt un bon match. Il a pas mal animé cette ligne de 3 quarts. Voilà, sur le peu de ballons qu'ils ont eu, mais c'est lui qui fait cette passe au pied pour Pollock. Non, pas la deuxième. Je crois pas que c'est lui la deuxième, mais en tout cas, ouais, il a plutôt bien animé. Il s'est accroché en défense, alors que bon, il était quand même pas mal impacté, quoi, physiquement. Il faut être courageux, donc c'est encourageux. Ouais, moi, vu du stade, j'ai trouvé que l'équipe de Northampton était hyper agréable à voir jouer. Globalement, enfin, juste un mot pour le public aussi, parce qu'on a été surpris, il y avait beaucoup d'anglais. D'ailleurs, on a vérifié la difficulté qu'il y avait pour aller de Northampton à Bordeaux, parce qu'on a été surpris qu'il y ait autant de monde alors qu'il n'y a pas de ligne directe. En fait, il faut passer par Londres, a priori. Et ils étaient beaucoup plus nombreux que, par exemple, les supporters des Tigers de Leicester l'année dernière. Il y avait vraiment du monde. Et ils étaient super bon esprit, en fait. Ils ont mis l'ambiance tout du long. Ils ont chanté, même quand le score était largement fait. Ils étaient vraiment bon esprit. Donc, non, déjà, au niveau du public, ils étaient super. Et après, sur le terrain, en fait, ils ont vraiment voulu beaucoup jouer à la main. Je pense qu'ils avaient peur des relances du triangle arrière de l'UBB. Donc, ils voulaient conserver les ballons. Par contre, il manquait un peu de puissance, quoi. Clairement, ils avaient du mal à casser la ligne. Et en plus de ça, ils se sont exposés à des contres et des interceptions, parce qu'il y a les essais de Woki et de Jalibert, c'est vraiment sur des interceptions directes, sur des offensives de Northampton. Donc, vraiment, il y avait que Pollock, on sentait qu'il pouvait vraiment apporter du danger. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont placé dans la ligne de 3 quarts, voire carrément sur l'aile tout le match. Il a vraiment passé son match avec ses arrières. Et il a peut-être aussi un peu manqué, en fait, de devant pour faire la différence auprès, aider un peu les copains, aider un peu les gros à casser les premiers plaquages et à mettre l'équipe dans l'avancée. C'est vrai que Pollock, finalement, en fait, il fait quand même quelques cagades. Il y a au moins 2 en avant, voire 3. Il se fait gratter un ballon. Finalement, en fait, est-ce que son côté showman, chambreur, etc., se retourne pas aussi un peu contre lui? Parce que tu vois que des joueurs comme LBB, De Porter, Penaud, qui sont des joueurs qui, d'habitude, ne montrent pas forcément énormément d'émotion ou de caractère dans le sens où ils vont vouloir un peu impacter l'adversaire. Là, tu les as vus que, en fait, ils avaient ce degré en plus d'agressivité parce qu'il y avait en face ce joueur-là et que c'est des choses qu'on voit très peu chez eux et qu'au final, est-ce que mettre une cible comme ça sur soi-même, c'est pas quelque chose qui va le desservir dans le futur? Alors après, avec son premier essai, je pense qu'il a mis tellement les choses au clair
que derrière les joueurs de l'UBB. Je pense surtout, on l'a surtout senti en fait j'ai l'impression en début de deuxième mi-temps. Alors il y a la réception du renvoi effectivement avant la série de mêlées. Alors c'était juste devant nous en plus où il se fait cartonner, il perd le ballon. Mais j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, vraiment dès qu'il avait le ballon, il était ciblé. Tu avais toujours un ou deux joueurs de l'UBB qui montaient et qui allaient vraiment pour le cartonner. Et en plus de ça, le public réagissait tellement en fait sur ces actions défensives là sur Pollock que je pense que forcément, les joueurs bordelais, ça les interpellait, ça les faisait un peu réagir. Ils disaient, bon, ça te transcende un peu quand tu vois que ce que tu fais, ça fait réagir, ça fait se lever tout le stade, comme si tu marquais un essai de 50 mètres finalement, alors que finalement, tu as juste mis un plaquage un peu appuyé. Donc, Pollock, on peut dire ce qu'on veut, mais à lui tout seul, il met l'ambiance dans un stade quand même. Ouais, ça c'est cool. Et après, bon, il faut toujours pas oublier que c'est quand même un très très jeune joueur. Hein. Enfin, il a 20 ans, là, il a juste eu 21 ans, donc Ouais, forcément, aujourd'hui, ouais. 14 Donc tu janvier, vois, donc Henri, joyeux anniversaire, happy birthday. c'est ça, tu vois. Et puis donc, comme les jeunes joueurs, et ben, c'est sûr qu'ils peuvent faire des trucs exceptionnels et parfois c'est plus compliqué. Donc bon, c'est pas anormal en fait qu'il fasse une connerie pour 3 trucs énormes, tu vois. Il est toujours en construction. Ouais, non, c'était juste moi un petit point sur l'équipe. Après, c'est vrai que devant, ils ont été quand même globalement dominés sur les mêlées. Mais ça, comme tu dis, Yann, on va y revenir quand même dans les points positifs côté bordelais. Si on commence les points négatifs ou les axes d'amélioration pour être un peu moins péjoratif, Yann, tu voulais parler d'abord des trois quarts? Ouais, sur l'efficacité en première mi-temps, parce que je trouve que la première mi-temps a été très très bien construite. On en parlera dans les points positifs. C'est notre meilleur mi-temps, mais on a manqué globalement d'efficacité. Et je trouve que les 3 quarts sont pas mis au diapason par rapport aux gros, qui ont été tout de suite dans le match. Et c'est vrai qu'on loupe, on loupe pas mal d'essais. Il y a un moment, un coup de pied de la Jalibert qui est pour moi un peu trop long ou un peu trop court. Enfin, c'est Andy qui tape directement le ballon en touche. Je pense qu'il peut essayer de toucher Penaud directement. Il y a une autre action, bon, il y a Caso qui oublie d'aplatir, qui oublie d'aplatir, bon, pour moi il aplatit, mais l'arbitre le voit pas. Il y a aussi Jalibert qui se fait contrer. Un moment sur un petit par-dessus, un coup de pied pardon pour l'aile et peut-être qu'il aurait pu même le jouer à la main parce que tu avais Nico et Louis qui étaient dans les 15. Et puis tu as aussi Penaud qui, je pense, sur cette magnifique contre-attaque, à mon avis, il peut y aller. Je sais pas pourquoi il fait cette passe intérieure, mais voilà. En fait, globalement, dans cette maîtrise, c'est vrai qu'on loupe, ouais, 3 ou 4 essais qui, avec un peu plus de justesse, tu vois, tu peux les mettre au fond et finalement le score pour moi à la mi-temps aurait pu être plus gros. Par contre, effectivement, après, on a eu un peu plus de chance en deuxième où là, le score était trop gros par rapport à ce qu'on a produit, par exemple. Ouais. Mais voilà. Mais Et pourtant, à la mi-temps, tu es quand même à 24 à 7, donc c'est pas non oui, plus. non, mais c'est sûr. Mais Non, je non. vois ce que tu veux dire, effectivement. Moi, Damien, il est. En fait, je l'ai trouvé très bon sur certaines phases. C'est vrai que son 1-2 avec Rayassi sur le deuxième essai de Rayassi, enfin, je trouve sa passe exceptionnelle. Par contre, c'est vrai qu'il essaye de faire un peu le même type de passe quand justement sur la contre-attaque qui a été enclenchée par LBB qui amène au carton jaune de Chinson. Et il se rate alors qu'effectivement on a l'impression qu'il peut y aller tout seul. Pareil sur l'essai qu'il donne littéralement à Woki. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas forcément envie de marquer, mais il y a certaines phases aussi, notamment en deuxième mi-temps, où il m'a fait plaisir sur son engagement. Mais ça a aussi amené de l'excès d'engagement, notamment sur ce ballon qu'on réussit à défendre à 3 minutes de la fin, qui finalement, Damien Penaud, il va chambrer et crier sur les joueurs de Northampton, ce qui fait qu'il y a une pénalité retournée contre l'UBB qui amène ensuite à l'essai du bonus offensif de Northampton. Donc je suis assez partagé sur son match. Je trouve qu'il a été très bien et j'ai beaucoup aimé le voir s'engager et vraiment avoir ce body language où tu sentais qu'il en voulait. Mais du coup, il y avait d'autres aspects où ce côté un peu trop altruiste ou qui a coûté cet essai en fin de match m'a un peu déplu.
Ouais, clairement sur la remise intérieure qu'il essaie de faire à Woki, qui se fait intercepter par Bello, je crois. Nous, on a hurlé, hein. C'est devant nous, on a vraiment pas compris. Ça nous a un peu rendu fous, sachant que à ce moment-là du match, le score est pas fait du tout. Et tu te dis, bon, ok, si on commence à jouer comme ça, à pas concrétiser les actions, attention, parce qu'il y a laisser refuser à Caso. Alors pour le coup, nous, on s'est dit tout de suite, pareil, il était devant nous, on s'est dit tout de suite qu'il n'y était pas, parce que la ligne, on voyait vraiment la ligne, et à aucun moment on a vu la ligne se faire couper par le ballon, en fait. La ligne, on la voyait blanche bien du début à la fin. Donc on a vraiment eu l'impression qu'il s'arrêtait juste devant, et c'est ce qu'a eu l'air de dire l'arbitre au ralenti. Mais voilà, à ce moment-là, on se disait, voilà, ça fait beaucoup de points potentiellement laissés en route. Après, bon, il y a eu des actions très opportunistes, et en revoyant les actions d'essais à la télé, j'ai l'impression que bon, Penaud, il est quand même impliqué dans quasiment tous les essais, quoi, parce que là, le troisième essai de Woki, c'est lui qui, cette fois-ci, réussit sa claquette pour renvoyer le ballon sur un renvoi, je crois. Donc, bon, il est quand même. Il a un peu croqué par excès d'altruisme, mais bon, je préfère que ce soit dans ce sens-là qu'un mec qui fait le coffre à ballon, qui se fait pousser en touche alors qu'il y a un 3 contre 1 à jouer. Bon, c'est quand même des attitudes positives, je trouve, même si ce serait bien, comme souvent on se dit avec lui, qu'il trouve quand même un juste milieu. Ben ouais, effectivement. Et puis après, ouais, si le gros coup aussi, le point négatif, c'est quand même la blessure de Arthur. Parce que là, ça va poser un gros problème, enfin un gros problème. Non, c'est qu'on va devoir bricoler un peu à ce poste dans les semaines qui vont arriver. Donc visiblement, c'est 2 semaines, je crois, qu'il est stoppé. Donc bon, voilà, ça c'est un peu le gros coup. Moi, j'espère qu'il a bien récupéré, parce que visiblement, enfin, il n'était pas bien du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti directement à l'hôpital le soir même. Donc ouais, ça a un peu refroidi tout le monde d'ailleurs. Les images, elles étaient pas belles du tout. Donc, mais c'est une vraie problématique pour la suite, parce qu'on va devoir un peu bricoler, parce que pour l'instant, t'as Max qui est blessé, et aussi Valentin qui est encore en phase de reprise. Bah, c'est vrai que les deux semaines, finalement, c'est vraiment un moindre mal, hein, quand tu vois les images, et surtout la réaction du corps de Retière, qui est clairement KO, avec les bras qui s'étendent, plus le cuir chevelu en sang. Enfin, tu te dis que là, ça peut prendre quand même du temps avant qu'ils reviennent. Là, ces 2 semaines, peut-être que le staff prendra un peu plus de temps. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de Max Lucu. Est-ce qu'il sera disponible? Comment ça se passe aussi en son absence? Est-ce que enfin le joueur qui va prendre ce rôle de deuxième numéro 9 ce week-end, va me donner satisfaction? Donc, effectivement, ça pose pas mal de soucis, cette blessure, mais la durée est quand même plutôt rassurante. Je ne sais pas si vous avez d'autres points négatifs. Ludo, je crois que tu voulais parler un peu du fait qu'on laisse filer autant Ouais, de alors bonus. ça a l'air anecdotique vu comme ça, vu le score, mais moi, je trouve un peu dommage le point de bonus offensif laissé aux Saints. Il y a clairement un relâchement sur les 20 dernières minutes, parce que le score est complètement fait, et c'est normal que le staff fasse tourner. En plus, bon, bah, on a Carberry qui rentre en 10, qui doit passer en 9. Je sais pas depuis combien de temps il a pas joué 9, Carberry. Il y avait déjà joué en Irlande, je sais, mais depuis qu'il est à Bordeaux, il a jamais fait 1 minute en 9. Forcément, c'est du bricolage. Il y a évidemment du relâchement de tout le monde, parce que le job est fait. Par contre, attention dans l'optique du classement final, on en parlera tout à l'heure dans le point classement, mais il y a 4 points d'écart avec les Saints. Se prendre les pieds dans le tapis en Angleterre, on va en parler, c'est pas non plus des choses qui arrivent qu'aux autres, hein. On a vu Toulouse contre les Saracens, ça a été dur. Je pense que Bristol, c'est à peu près du niveau des Saracens en soi. Donc c'est un match qu'il va falloir prendre au sérieux. Et si Northampton n'avait pas pris ce bonus offensif, on aurait eu 5 points d'avance. On aurait été serein dans tous les cas avec le goal average particulier. Donc bon, c'est dommage. Normalement, on espère que ça va bien se passer le week-end prochain et que ça restera anecdotique. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir réussi à éviter un essai à la fin du match. Après, moi, je suis assez. Enfin, je me dis que c'est aussi un peu inévitable, tu vois, ce bonus. T'as 80. Enfin, tous les matchs, déjà, il y a un bonus offensif. Une majorité des matchs où, limite, t'as les deux équipes qui ont le bonus offensif. Donc, oui, ça aurait été bien.
Après, moi, je suis assez persuadé qu'on va mettre au moins le bonus offensif contre Bristol. Et je suis assez persuadé aussi qu'on peut aller faire un coup là-bas. De toute façon, ça, on pourra le juger qu'à la fin de la phase de poule. Est-ce que effectivement ça a été préjudiciable ou pas? Moi, je pense que c'est assez anecdotique et j'en veux pas particulièrement au staff, tu vois, d'avoir fait tourner un peu plus tôt que prévu avec Jalib et Martin qui sortent à l'heure de jeu à peu près. Euh, ça me paraît assez logique et puis c'était un peu le risque à prendre, je trouve. Là, c'est vraiment une période qui est très dense, donc si tu peux faire reposer les mecs même 5 minutes de plus, faut le faire et tant pis si effectivement l'équipe adverse met un point. Moi je pense que ce sera pas préjudiciable. L'important c'est que nous on ait les 5 points et puis si eux ils repartent avec un point de Bordeaux, tant mieux pour eux quoi. Et puis, faut pas oublier que, donc là, on parle du classement par rapport aux Saints, mais finalement, les plus dangereux, c'est Bristol. Parce qu'en fait, Bristol, ils sont à un point derrière. Et bon, si on perd contre Bristol, dans tous les cas, on est deuxième. Donc, Ouais. c'est surtout eux qu'il va falloir regarder maintenant plutôt que Northampton, Ouais. finalement. Mais ça, Donc, ça, on fera je pense que un petit point sur ouais, le classement je pense juste après. voilà, il y a moins de risques de déconcentration, je pense, sur le dernier match. Mais bon, c'est histoire de dire que la copie n'était pas complètement parfaite non plus dimanche. C'est pour ça qu'on est dans les axes d'amélioration, c'est qu'on essaye toujours de trouver un petit truc, la petite bête pour essayer d'avoir un œil un peu critique sur la performance. Toujours est-il que c'était une très belle performance et qu'on va pas passer 45 minutes à essayer de trouver ce qui allait pas. Dans l'ensemble, c'était quand même ultra abouti et tous ceux qui étaient au stade où les 2,5 millions de téléspectateurs sur France 2 se sont globalement régalés, en tout cas ceux qui étaient pour l'UBB. Je vous propose qu'on passe tout de suite au point positif. Alors moi j'avais noté un premier point positif, l'ambiance à Chaban qui avait l'air incroyable. Tu en as parlé un petit peu Ludo, mais je trouve que l'enjeu, le fait du coup de retrouver les Saints qu'on avait quitté à Cardiff en mai, enfin ça avait l'air d'être peut-être la plus belle fête à Chaban depuis un petit moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à jouer maintenant les matchs en jeu au Matmut. Je pense que c'était sûrement la plus belle ambiance à Chaban depuis plusieurs mois. Ouais, je pense que la rareté de l'affiche joue aussi un petit peu. Le fait que ce soit une équipe anglaise, le fait que voilà, c'est une équipe, alors même si on les a croisés en finale l'année dernière, il y avait ce côté revanche, mais on sait que c'est une équipe qu'on va pas forcément croiser toutes les saisons, 2 fois par saison, comme tous les autres clubs français. Donc ça ajoute un petit goût particulier. Comme je disais, il y a les supporters anglais qui étaient plutôt en forme, plutôt cool. Donc ouais, c'était. Puis je pense que l'horaire, 16 h, c'est bien. Tout le monde peut venir en famille ou avec les copains. Il n'y a pas de pression. C'est pas le match du dimanche soir où tu dis qu'il faut faire attention parce que tu bosses le lundi matin à 7 h et voilà, quoi. Donc non, c'était vraiment cool. Bon, Yann, toi, je te demande pas ton avis sur les tribunes, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi, tu commencerais par quoi? Est-ce qu'on commence par les gros? Oui, non, forcément, parce que je pense que c'est important déjà. C'est eux qui ont fait, pour moi, c'est vraiment eux qui ont fait le match et qui ont construit le match. Et les trois quarts après sont mis au diapason, mais c'est vraiment eux qui ont fait le gros boulot parce que pour moi, c'est eux qui ont éteint les Anglais. Et d'ailleurs, on va commencer par la mêlée parce que je pense que c'était le moment clé de ce match. On les a dominés en mêlée fermée. Fischetti a passé un mauvais dimanche, ça c'est sûr. Il a pris 4 pénalités plus un carton jaune. Et ce qui est bon de rappeler, c'est que la mêlée, même si c'est une phase statique, c'est quelque chose qui te prend énormément de jus. Et je pense que ce qui a conditionné le fait qu'après, les gros de Northampton avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se déplacer. Et tu l'as dit dans ton résumé, Campage Relo, Marx TC, en fait, tu vois la circulation, les mecs qui sont au bout, quoi. Et je trouve qu'on les a vraiment cassés. Donc il y a Sadi qu'on peut mettre en avant. Lui, on est bien content d'avoir cassé son contrat aux Bulls pour les récupérer et qu'il veuille bien rester. Ça, c'est vraiment une super recrue, du coup, presque recrue. Et d'ailleurs, je pense de plus en plus que, je le répète, hein, mais de plus en plus, si jamais le pilier droit des Lions
est chopé et condamné pour dopage, c'est pas impossible qu'on le voit appeler. Donc et en plus il enchaîne vraiment les grosses performances et il marque les esprits avec ses mêlées comme ça, il marque les esprits. Appelé avec l'Afrique du Sud, hein, avec l'équipe nationale, ça que Ouais, tu veux dire. exactement. Tu vois, c'est en tout cas, c'est un nom qui doit être coché, je pense, par le staff d'Erasmus, parce que bon, il veut toujours avoir plein de piliers. Et c'est vrai qu'un mec comme ça, qui joue dans un club européen en plus, qui prône le jeu, donc c'est un joueur qui peut avoir. Alors, il a encore un peu tendre, je pense, pour le niveau international physiquement, mais déjà, il a énormément progressé là-dedans. Et puis après, ouais, notre 5 de devant a été monstrueux. Poirot a été plutôt en forme. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as eu Coleman au cul et Duprez. Donc là, tu vois que ça aide aussi en masse. Il y a Woki aussi qui a fait un gros travail, Lamotte. Donc, ouais, la mêlée, je pense que c'est vraiment ce qui a construit ce début de match. Et puis après, ben, t'as aussi la touche. La touche, on les a. En fait, on n'a pas vu le Northampton d'habitude parce qu'en fait, ils n'ont pas pu lancer leur jeu dès le début. Le premier essai, en fait, ils sont dans leur 40. Ben, c'est Mathieu qui fait un contre. Et après, en fait, alors c'est le premier essai de Wookie. On a ce contre. Après, pareil, à un moment, on est dans notre camp, on est dans nos 30 mètres. Ils ont un lancement de jeu qui est plutôt pas mal à faire. C'est Coleman qui, en premier bloc, contre. Et après, on a ce contre-attaque en fait de Louis et ça débouche sur un deuxième carton jaune. Donc ouais, les gros ont vraiment fait ce taf pour vraiment stopper tout ce qui fait de bien chez les Saints, quoi. Donc la vitesse, les lancements de jeu propres. En final, on avait vraiment, on a été vraiment surpris par ça parce que comme beaucoup d'équipes anglaises, c'est des scientifiques un peu de l'attaque. Et c'est vrai que sur peu de ballons, vu qu'ils maîtrisent tellement bien les attaques, ils nous avaient pris. Tu vois, il y avait sur l'essai avant la mi-temps, ça part d'une touche, il repart petit côté, ils sont marqués. Il y avait cet essai de Pollock qui avait été refusé parce qu'il avait pris Big Ben. Et sur des actions, quand ils arrivent à mettre en place leur jeu, ils sont très très compliqués à jouer. Et nous, on a complètement stoppé ça. Donc bravo, bravo les gros qui ont vraiment fait ce très 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 gros taf. Moi, je voulais revenir d'abord sur la mêlée. Donc, c'est vrai qu'il y a cet enchaînement où du coup, tu as 6 ou 7 mêlées. En fait, on a les pénalités, donc on pourrait choisir d'aller en touche ou de prendre les 3 points, ce qui est fait dans la grande majorité des cas. Là, on s'est senti un peu plus fort, un peu plus puissant. On voyait que le gaucher était en difficulté. Et d'ailleurs, ce gaucher-là, Fischetti, il est pas, ou alors il est rentré, mais finalement, il a assez vite laissé sa place. Et finalement, après, on a vu aussi que la mêlée s'était équilibrée. Et, euh, et mon deuxième point, c'était est-ce que au moment où ils prennent ce carton jaune, où du coup leur maillon faible en fait sort pour laisser place à un autre gaucher, mais est-ce que là on n'aurait pas dû varier et prendre par exemple la touche en sachant qu'en fait ils allaient pouvoir s'ajuster plutôt que de reprendre une énième mêlée et du coup on s'est fait pénaliser. Ouais, tu peux toujours. Enfin, tu peux toujours penser ça. Après, tu as obtenu 4 ou 5 pénalités. Euh, Donc après, tu te dis, bon, ça fait quand même une rampe de lancement qui est vraiment sympa, la mêlée. Tu vois, tu peux faire des lancements de jeu très très propres. Mm. Là, je crois que c'est Poirot qui se fait choper et on prend cette pénalité, mais c'est pas non plus déconnant. Après, c'est vrai que Yogun, qui était beaucoup plus frais, il a vraiment bien stabilisé le truc. Il faut dire que Sadi avait mangé 8 ou 9 pénalités, enfin je sais plus combien de pénalités ils avaient enchaîné. Ouais, c'est quelque chose de très physique, hein. La mêlée, c'est de l'apnée pendant 5-10 secondes où t'es guidé de partout. Donc forcément, tu fais un peu de lactique et t'es un peu cramé, quoi. Peut-être qu'on aurait dû Ouais. faire de la touche, ouais. Et alors moi, pour le coup, je vais parler de ma petite expérience de joueur, mais quand tu as joué devant, que tu es dans ce genre de situation où tu sens, alors moi je jouais pas dans le 5 de devant, mais quand tu sens vraiment que le pack prend l'ascendant sur un exercice comme la mêlée qui est hyper collectif, il y a un truc un peu grisant où t'as pas envie de t'arrêter en fait. Tu as envie de continuer, tu as envie de leur faire mal parce que même, bon, si c'est que des pénalités, tu dis, à la longue, en fait, ça te matraque tellement la tête positivement d'un côté et négativement de l'autre qu'en fait, tu sais, c'est hyper dur de savoir quand t'arrêter. Ou alors, il faut vraiment avoir, je sais pas, un neuf qui a vraiment de la gueule, qui est le capitaine et qui dit non, là, les gros, vous calmez, on passe à autre chose. Mais naturellement, en fait, c'est le réflexe, tu as envie de continuer, en fait, et de matraquer, d'insister, continuer à leur faire mal.
jusqu'à parfois, oui, aller trop loin et que ça se retourne contre toi parce que c'est un peu le piège aussi, comme ça a été le cas ici. Ouais. Et d'ailleurs, c'était Camille sur Instagram qui me disait bravo aux jardiniers de Chaban parce que finalement, ils ont pu faire 8 mêlées au même endroit. Mais toi, Yann, tu me disais que c'était aussi lié au fait que désormais les pelouses sont un peu hybrides. C'est pas la pelouse du stade municipal que tu peux avoir à côté de chez toi. C'est des pelouses qui sont quand même travaillées pour pouvoir tenir ce genre d'effort. Ouais, exactement, ouais. Parce que c'est pas comme avant au Parc Lescure ou même à Chaban où on avait les modes de terre, enfin, tu avais carrément des rouleaux qui s'en allaient, c'était une horreur. Là, maintenant, c'est bon, on est passé à l'hybride et effectivement, l'hybride, quand alors c'est un peu de naturel et synthétique, mais c'est quand même beaucoup plus de synthétique. C'est-à-dire que je crois que tu as un ratio de 90-10 ou même, donc c'est des pelouses qui tiennent, extrêmement bien. Par contre, vu qu'elles sont hybrides, ce qui peut arriver et ce qui est arrivé au Matmut, c'est qu'elles peuvent choper, des parasites comme des champignons et cetera et là, ça peut, flinguer les pelouses. Ce qui n'est pas le cas d'une, 100 synthétique. Voilà, c'est le mais du coup, elle tient très bien et c'est une très belle pelouse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à Moga, ils ont maintenant le terrain d'entraînement, c'est aussi un hybride et aux dimensions de Chabanel-Mas pour s'entraîner. Donc ça, il faut remercier le club et la ville qui ont financé ça parce que ça fait des terrains d'entraînement qui sont quand même propices au haut niveau. Voilà, on fera prochainement un épisode spécial pelouse qu'on appellera Silence ça pousse. Et puis Yann vous donnera tous ces tips de jardinier du dimanche. Ludo, toi, t'avais quoi d'autre comme point positif? Alors, moi, si on parle des perfs individuels, moi, il y a un gars dont je voudrais parler, c'est Cyril Cazot, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez d'une manière générale, que c'est un des gars les plus sous-cotés du championnat. En fait, je pense qu'il traîne un peu son image de bon joueur de club qu'il a eu effectivement ses premières saisons à l'UBB, où c'était le gars qui était là. Alors, je vais pas dire par défaut, parce que on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard non plus, mais qui n'était pas transcendant, voilà, qui faisait le taf, mais qui sortait pas du lot. Je trouve que depuis 2 ans, il a vraiment franchi un cap. Et je pense que c'est vraiment lié à l'arrivée de Thibaut Giroud, parce que je trouve que c'est vraiment physiquement qu'il a franchi un cap, où il se déplace vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et en plus de ça, il a gardé sa grosse puissance comme porteur de balle. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que l'équipe de France joue avec un 5 comme ça, très puissant, qu'on a un Manimé Afou qui est un peu sur courant alternatif, qui a du mal à enchaîner les bonnes perfs. On a un Possolo Tuilagi qui est tout le temps à l'infirmerie. On a un Taofi Fenois qui a 38 ans. Fabien, il n'a pas le numéro de Cyril Cazot. Après, peut-être qu'il pourrait le demander à Jalibert, mais a priori, il ne l'a pas non plus. Donc, en fait, je ne comprends pas en fait, comment ce mec ne fait même pas les rassemblements. En fait. À un moment, comment on ne s'est pas dit, tiens, on va le faire venir juste pour voir en fait, ce qui vaut. Parce que franchement, même si tu te fous sur le banc 20-30 minutes au niveau international, je pense qu'il les a largement dans les jambes. Ouais. Et franchement, après, tant mieux, parce que vu comme il enchaîne avec l'UBB, ça lui fait ça de moins à jouer. Mais je trouve ça dommage et ça doit être frustrant même pour lui en fait, il doit pas forcément comprendre en fait ce qu'il doit faire de plus. Parce que vraiment à l'UBB, il est incontournable, indispensable et je trouve qu'il est toujours bon Mais je dans ce pense que registre-là. malheureusement, le wagon est un peu passé. C'est qu'il a maintenant 30 ans. Effectivement, dans ce profil-là, ou en tout cas de joueur d'expérience, le staff a Tao qui, du coup, est capé et qui connaît les rouages. Et tu as aussi maintenant un Maximin qui arrive de Ouais, pro, qui lui est préféré, qui lui est beaucoup plus jeune. Il y a Michael Guillard aussi qui est sur ce poste-là. Enfin, il y a quand même ouais. du monde. Donc, moi, je l'avais souligné un petit peu pendant le rassemblement de novembre. Mais c'est vrai que Maximin, c'est bien aussi. Il y a quand même du monde, mine de rien, à ce poste-là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui et qu'on aimerait, un peu à l'image d'un Max Lamotte, qui puisse avoir son petit moment en Ouais. équipe de France ou même sur une tournée, tu vois, comme un Bastien, comme un Beauchaton aussi. Je sais plus s'il a eu sa cape, mais Ouais, Ouais, en Nouvelle-Zélande. il y était, ouais. donc Ouais. c'est vrai que c'est dommage et on aimerait le voir récompensé de tout ce travail, quoi. Mais c'est frustrant parce que du coup, enfin, au moment où il a eu sa sélection, donc c'était en Australie, il n'était Mmh. pas forcément à ce niveau-là, quoi. Là, pour le Bah, coup, c'est ça. c'est vrai qu'il en fait, en plus, ce qui moi m'impressionne le plus, c'est que c'est vraiment un énorme porteur, pardon. Systématiquement, il avance et en plus, il arrive à répéter les tâches pendant 80 minutes. Donc, tu sens qu'en termes de cardio, il est vraiment câblé pour le haut niveau. C'est pas juste un joueur qui va sur 20-25 minutes dégommer des types.
Non, non, il arrive à répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes tâches. Il peut jouer 4, il peut jouer 5. Il arrive à choper des ballons de touche. Ouais, c'est vraiment un joueur très très complet. Effectivement, au moins appelé quoi, dans les rassemblements. Pas forcément dans le 23 ou dans les 28, mais tu vois, au moins appelé. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, Taofik Fenoua a l'expérience, mais il faut pas oublier qu'il a essayé de prendre sa retraite, après la coupe du monde 2023 et on l'a fait revenir. Sous-entendu, on n'a personne d'autre à mettre à ta place. Je me dis, on aurait quand même peut-être pu, regarder un peu plus le réservoir avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que Taofik Fenoua soit plus performant, que Caso. En tout cas, moi, je le trouve plus indiscipliné, même si, il fait toujours avancer, aussi. Mais voilà, enfin, je trouve dommage et assez injuste pour lui et je pense qu'effectivement, ça changera pas, que ça restera comme ça, et c'est dommage parce qu'il est super méritant et voilà. Donc, Mais c'est je mais voulais le mettre en mais avant c'est parce c'est bien que tu que tu mettes en mais très avant, ouais, sous-coté. ce genre de joueur parce que, bah, on pourrait en parler, en fait, à chaque match, sur ce genre de Ouais, tâche de l'ombre. Il est ultra régulier. Là, il est à une douzaine de matchs, cette saison sur 17. Il est ultra important et on le mentionne pas à chaque fois parce qu'il manque ces actions d'éclat ou en tout cas qui sont visibles du grand public. Mais dans toutes les actions de l'ombre, un petit peu comme peut le faire un Coleman qui est à côté de lui, sauf que Coleman il a des super pouvoirs, notamment sur les ballons aériens ou en touche ou même en défense, il a des plaquages qui sont un peu plus spectaculaires. Mais c'est vrai que Caso, ça se voit pas, mais c'est ultra utile et bénéfique pour l'UBB. Clairement. Mais c'est vrai quoi, le pack, de toute façon, dans l'ensemble, il s'est très bien comporté, hein. La troisième ligne, c'est pareil, hein. Mathieu, il refait encore une belle presta, hein. Bon, on le dit chaque semaine, mais c'est vrai que lui, il est vraiment en pleine confiance. Il fait qu'enchaîner. Woki, bien aussi, très bien Woki. Il est revenu un peu avec voilà, pas mal de combats. Il a été fort en touche, présent offensivement. En plus, il a ce brin de réussite. Bon, il subit un peu no, mais après, entre l'interception et le ballon qui lui revient dans les mains sur le renvoi. D'ailleurs, ça, petite dédicace à Dylan, hein. Les claquettes sur ballon, faut arrêter. Enfin, là du coup, c'était bénéfique pour nous. J'ai le souvenir d'un La Rochelle-Toulouse où Leeds fait une claquette derrière Dupont, boulevard, il fait une course de 50 mètres. Il faut vraiment arrêter de faire ces claquettes sur ballon. En fait, tu lances une pièce et c'est 50-50 pour celui qui va la récupérer. Et si c'est l'adversaire qui la récupère, il est en pleine course et il a plus qu'à aller marquer quoi. Donc ça, heureusement, nous on le fait assez peu, à part sur les ballons offensifs où on a tendance à le faire un peu plus, mais Ouais, c'est quand même aussi très risqué quoi. c'est penaud ça, il aime bien ça. Je, Ça, c'est le je, roi de la je, je claquette. pensais un peu à lui, ouais. Après, pour le coup, il arrive à bien viser. Bon, parfois, ça marche pas. C'était contre le Racing où on a eu des problèmes, non? Mais le Racing, déviation de Woki, justement, et Ah, effectivement, c'était Woki. ouais, il me semble, hein. Et d'ailleurs, sur Woki, parce que du coup, on en avait parlé la semaine dernière où il parlait trop à l'arbitre, c'était un peu mieux, mais il y a encore deux trois séquences où, et tu l'entends dans le micro de l'arbitre, où il fait molle, 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 parce que du coup, il tient le joueur en l'air. Mais pareil, ça, tu peux t'abstenir de gueuler molle pour que l'arbitre, lui, signale le molle, parce que je pense que ça énerve plus l'arbitre qui, du coup, va dire, va attendre encore 1 ou 2 secondes, et puis finalement, ce sera un plaquage. Il a besoin de communiquer, ce garçon. Oui, mais C'est tout. qu'il En plus, c'est rigolo parce il que, a qu'à écrire un livre. tu vois, parce Ou qu'il dit venir, non, molle, sinon, molle, s'il veut communiquer, viens dans le podcast. et après, oui, il peut, tu veux Cameron, t'es bienvenu. Mais du coup, tu vois, c'est ça, il avait fait molle, molle, et après, l'arbitre dit plaquage, et donc il fait, j'ai lâché. C'est vrai il a besoin de commenter ce qu'il fait. Si ça se trouve, c'est juste ça, hein. Il râle pas contre l'arbitre, il a besoin de parler. Mais effectivement, ouais, je suis pas sûr que ça, ça va forcer l'arbitre à dire molle. Moi, je pense pas que ça marche. Ouais, et je pense qu'au global, alors on parlait de Pollock, dans ses attitudes, où ça peut le desservir. Alors Woki, on est loin de ça, mais il a aussi un côté un peu chambreur, un peu à beaucoup l'ouvrir, tout ça. Je suis pas sûr que ça le serve, notamment, dans son objectif de retrouver une place en équipe de France. Hem, voilà, je pense il s'est pas fait que des copains dans sa carrière, Cameron, et que ce côté, peut jouer sur une image où on peut se dire, bon, le mec, il l'ouvre un peu, il manque peut-être un peu d'humilité. Bon, il est bon, hein, mais bon, on va peut-être privilégier d'autres gars
qui ont l'air plus sérieux, quoi. Donc, je suis pas sûr que ça le serve, en fait, tout ça. Enfin, je suis même sûr que non, parce que déjà sur des matchs, au sein des matchs, il peut se prendre des pénalités et se mettre les arbitres dans le nez, donc ça n'a aucun intérêt de le faire. Et même, je pense, à long terme, en fait, pour son image à lui, de ce qu'il dégage, c'est pas terrible. Ouais, je suis assez Ouais, d'accord. Et effectivement. d'ailleurs, c'est lui qui fait sa première célébration là, quand il sur le site du triplé où il fait la célébration WWE avec la ceinture. C'est pas Jalib qui fait la première célébration de Mm. l'UBC, c'est Cameron et qui répond du coup à Pollock. Et c'est vrai que après moi ça me fait plutôt marrer les célébrations, mais ça participe Ouais. effectivement à tout ce que tu dis, tout ce que tu dis Ludo. Bon, il y a quand même un joueur moi dont j'aimerais parler, c'est celui qui a pris le poste du numéro 15 qui d'ailleurs a bien été aidé par les Saints qui l'ont assez peu arrosé. C'est Saleh Siriassi qui, pour le coup, offensivement, il nous a vraiment régalé. Enfin, masterclass, quoi. Ouais, grosse partie, gros match. Euh, on peut un peu remercier aussi les Fidji, hein, parce que c'est vrai que c'est eux qui l'ont installé en 15. Moi, j'étais pas forcément hyper confiant, notamment sur les ballons hauts. Là, l'avantage, c'est qu'il a eu que deux duels à jouer. Donc, il y en a un, bon, il passe un peu à côté, et le deuxième, il gagne. Euh, mais après, ouais, il a des qualités physiques incroyables. Enfin, ses appuis. Alors, je trouve même qu'il est. Parce qu'autant en début de saison, parfois, il manquait un peu de. T'as l'impression qu'il manquait un peu de cardio, de rythme, etc. Là, je le trouve encore mieux physiquement et il arrive à répéter des accélérations. Et tu vois, ce faux lent, il arrive à le répéter plusieurs fois. À un moment, il est presque en train de dépasser Freeman, de déborder Freeman, qui est quand même un sacré client en termes de vitesse. Après, il y a cette double accélération là dans la défense, enfin juste incroyable. Il est au soutien de Penaud. Ouais, donc j'ai beaucoup aimé son match. J'adore aussi le fait qu'il s'intercale énormément dans la ligne, comme en deuxième 10. Il est un peu partout et nulle part, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Il commence bien à se fondre dans l'effectif. Ouais, il est très bien. Et puis après, il est là pour, enfin, c'est ce qu'on voulait, quoi, un facteur X, un mec qui peut remplacer des Louis, des Damian, sans qu'on perde trop de qualité. Là, c'est Buros qui est pété ou qui est pas là et donc il le remplace à merveille. Il fait, c'est un peu l'homme du match parce qu'il a vraiment marqué les esprits, même si l'homme, on aurait pu dire que c'est les gros, mais ouais, quel match Il fait un bon coup de de pied aussi Salessi, du quoi. gauche. Ouais, non, mais il a un très beau pied gauche. Franchement, non, non, il a. Le seul truc, c'est toujours pareil, c'est les duels aériens où parfois tu vois, il peut passer à côté, mais après, globalement, il fait. Et en plus, ce qui est bien aussi au poste de 15, c'est un joueur qui s'éteint énormément. Il fait beaucoup de KO. Enfin, en tout cas, l'année dernière, il en faisait pas mal. Là, il s'est éteint avec Mousquets en début de saison. Donc, le fait de le mettre 15 aussi, tu vois, il est moins exposé à ses plaquages. Je sais pas combien de plaquages il a fait, mais il a dû en faire deux dans la partie. Ouais, deux ou trois. Mais donc voilà, il est peut-être un peu moins exposé aussi. Donc, c'est bien aussi pour sa tête. Donc voilà, mais après c'est un super joueur, il est toujours au regard à la tête haute, il passe tout le temps les bras, il est costaud du haut, vraiment, vraiment très content quoi. Ouais, moi je suis trop content aussi parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Depuis ses débuts en Nouvelle-Zélande, parce que il est arrivé à un moment où lui aussi il a pas eu de chance parce que on parlait des mecs sous côté. Lui, il est arrivé à un moment où clairement en Nouvelle-Zélande c'était le luxe en ailier un peu costaud. En fait il a remplacé Julian Savea aux Hurricanes quand Savea est parti à Toulon. Et en fait c'est le moment où Rieko Ioane a explosé lors de la tournée des Lions en 2017 et s'est installé à partir de 2017-2018 à l'aile des All Blacks sur un profil qui est finalement un peu similaire, mec grand, qui est quand même costaud, même s'il fait pas Golgoth parce qu'il est grand. Et en fait, il était toujours un peu deuxième choix derrière ces mecs-là, donc il a jamais été sélectionné, alors qu'il a quand même fait des saisons à NPC en Super Rugby où il mettait 10, 14, 15 essais en autant de matchs. Donc en fait, gros marqueur, toujours très spectaculaire. Il a fait pas mal d'allers-retours avec le Seven aussi, donc ça en fait un joueur complet. Et, et donc je suis content qu'il ait cette reconnaissance ici, parce que je pense que quand il est arrivé à Vannes, il n'y avait pas non plus tant de gens que ça qui le connaissaient en France, au niveau du grand public en tout cas. Après, tu as toujours des suiveurs du Super Rugby qui forcément l'avaient vu. Mais ouais, là, c'est cool pour lui, parce que ça lui donne une fin de carrière
vraiment sous le feu des projecteurs, et c'est cool qu'il en profite. C'est vrai que j'avais pas vu, mais en fait, il est arrivé à Vannes que la saison dernière. Ouais. Ouais, tu vois, je pensais qu'il était là depuis un peu plus longtemps, mais du coup, c'est vrai qu'il découvrait l'an dernier le top 14. Ouais, c'était un gros coup, hein, qu'ils avaient fait. Vraiment, ça avait fait un peu parler, je me rappelle quand ça avait, signé, parce que, mine de rien, ça fait partie de ces joueurs, c'est pas, voilà, c'est pas un All Black, c'est pas, un international, donc forcément, ça vaut un peu moins cher aussi. Mais tu sais que c'est que c'est du très bon, en fait, parce que, c'est un gars, mine de rien, qui a 5-6 saisons de Super Rugby dans les jambes, où il est titulaire dans une équipe qui joue les phases finales, où il claque ses 10 essais par saison. Enfin, c'est valeur sûre, quoi. Ouais, et en plus, il a l'air très sérieux. Parce que parfois, ça Ouais. peut arriver, des joueurs. Nous, on a vu un petit problème comme ça avec c'est Tamani Valou, le centre qui était arrivé et qui est arrivé un peu. Ouais, c'était pas le même que les Crusaders, quoi. Il est arrivé avec Mmh. 10-15 kilos un peu en trop, et forcément, t'as pas le même rendement. Donc, Ouais. lui, il est extrêmement sérieux, même physiquement. Tu vois, c'est un peu comme un mec comme Radradra, qui est ce genre de joueurs qui sont quand même prêts physiquement et qui aiment ça, quoi. Ouais. Et vous l'aurez compris, du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur les joueurs de l'hémisphère sud, Ludovic adore en parler et il connaît tous les joueurs sur le bout des doigts. Donc, on vous invite évidemment à aller écouter le podcast Correro Rugby. On mettra le lien dans la description de l'épisode, que vous soyez sur YouTube, Spotify et compagnie. Je crois que tu avais un petit neuf, toi, Yann, à mettre en avant. Ouais, parce que aussi pas évident pour lui, pour Martin Pagerello, qui remplaçait le patron. Et force est de constater qu'il a fait un match solide. Il a pas trop surjoué, il a joué sur ses qualités, notamment cet essai de Filou qui marque. Donc vraiment content pour lui. Après, visiblement, donc ça, en plus, Damien va être super content. Il marque les transformations qu'en coin. Donc Damien, tu peux aplatir en coin. C'est bon, parce que les plus faciles, il les a loupées, et celles qui étaient compliquées, il les a mises. Donc un petit mystère, mais c'est bien pour Damien, qui déteste aller entre les poteaux. Mais sinon, gros match Ouais, de sa c'est part. vrai que moi, en plus, au début du match, j'étais là, putain, il m'énerve un peu, Pagerello, il fait pas forcément les bons choix, notamment au moment de la succession de mêlées. Je sais pas, je l'avais un peu dans le pif, et puis bon, là, il a fait un peu sa spéciale départ à Duroc et Van der Merch dans le vent, et après, je trouve qu'il a fait une bonne presta, mais c'est vrai qu'au début du match, je l'avais un peu, enfin, je me mettais sur le compte Ouais. WhatsApp, il m'énervait un peu, puis finalement, bon, bah, il m'a un peu calmé, quoi. Après, forcément, hein, de toute façon, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Il a joué très peu de matchs, en fait. Donc, il faut qu'il retrouve un peu ses repères avec le collectif. Et c'est vrai qu'il a beaucoup tenté, notamment ce passe dans la défense. Alors, c'était bien joué, hein, mais il doit peut-être garder le ballon. À un moment, il fait un départ du ruck et il fait cette passe un peu dans le vide. Et après, tu sens qu'il manque un peu de liant sur cette mêlée, ou pour laisser de Rayassi. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution de sortir ce ballon. Tu vois, moi, je pense que Mathieu, là, ils auraient dû le garder et t'avancer. C'est possible en plus que tu aies un petit essai de pénalité. Enfin bon, après on a marqué, il y a pas de souci, mais voilà, voilà, il faut qu'il se mette en jambe lui aussi, mais j'ai trouvé très bien. Et en plus, comme pour Rayassi, l'avantage c'est que on n'a pas eu trop de, en fait, on n'a pas joué sur sur les choses où il a un peu de mal, notamment les sorties de camp par exemple, où c'est pas comme Max. Et finalement, en fait, comme les Saints ont fait soit des renvois courts, et donc en fait finalement il récupérait le ballon, mais c'était un ballon d'attaque, comme si on avait fait une sortie de camp dans les 40-50. Donc ça changeait pas grand chose. Et après les renvois longs, il y avait Coleman qui était juste magnifique, parce que lui il a le sens du timing et il arrivait à attraper tous les ballons, quoi. Ouais, ça je te rejoins, c'était un de mes points. Coleman sur les renvois, il nous a sécurisé les ballons. Et c'est vrai que c'était assez curieux de voir les Saints faire des coups de pied d'engagement courts. Sachant que nous, justement, on avait Pagerello où c'est pas sa force. À la limite, si t'as un Lucu en face, je peux comprendre parce qu'il peut te trouver des touches très très longues. Mais là, enfin, ils auraient pu en fait avoir des renvois un peu plus longs, et derrière, nous, on trouve une petite touche, et en fait, tu gagnes 10 mètres par rapport à ce. euh, Mais Vas-y. Mais c'est ce qu'a dit Ludo, en fait. En fait, leur stratégie de base, visiblement, ils voulaient pas faire d'occupation, nous arroser. Moi, c'est ce que je pensais faire, c'est qu'ils voulaient garder le ballon. Donc récupérer le plus rapidement possible le ballon pour pas que notre triangle à l'arrière ait le ballon. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que pour le coup, nous, ce qu'on adore, c'est que l'équipe adverse ait le ballon et jouer des turnovers. Ce qu'on a fait merveilleusement bien. C'est-à-dire tous les ballons pourris, on les a
brillamment réutilisé. Donc je sais pas ce que les Saints ont fait à la vidéo, mais je pense qu'ils sont un peu trompés, ouais. Et pour leur défense, ça fonctionne sur le coup d'envoi. Sur le coup d'envoi, ils récupèrent le ballon. Donc, Ouais, ils se sont dit, tiens, on va insister là-dessus. Ouais, mais il le récupère aux 40 mètres. Tu vois, enfin. Oui. je sais pas. Ouais, mais visiblement, ils voulaient avoir ce ballon. Mais je suis pas sûr que ce soit la Parce meilleure qu'ils savaient solution. qu'après, là, ils allaient plus le voir, donc. Personne l'a vu, hein, t'as fait un moment, hein, pendant, quand même, on s'est tapé 20 minutes de mêlée. Ouais, c'est pas Sadie, c'est un des hommes, Pagerello l'a vu, il avait dans les mains, tranquillou. parce que Sadie, c'est un des hommes du match, il a touché un ballon, je crois. Ouais, c'est Et en fou plus, ça. il a loupé sa passe. C'était sur une cellule. Euh, alors, on a parlé quand même de pas mal de choses. Moi, dernière chose, c'est le côté un peu physique. On arrive vraiment au top de. Alors, peut-être qu'on y sera encore plus, et je nous le souhaite en mars, avril, mai. Mais on a l'impression qu'on a vraiment passé un cap. Là, ça fait plusieurs équipes qu'on fait péter physiquement. On sent que le travail de Thibaut Giroud depuis le début de la saison commence vraiment à porter ses fruits. On galérait en début de saison parce qu'on avait une prépa un peu écourtée. Mais là, ça y est, déjà on est un peu plus épargné par les blessures, même si on a des manquements à des secteurs clés. Mais voilà, là on commence à avoir un effectif bien plus étoffé et des joueurs qui sont vraiment à leur vitesse de croisière, quoi. Clairement. On est clairement bien physiquement. Comme tu le dis, on fait péter les équipes. Et, bah, tu vois, le Racing, assez rapidement. Les Bulls, c'est pareil, on avait fini beaucoup mieux qu'eux. Ouais, on est vraiment bien. C'était un peu le même cas l'année dernière, en plus, avec le fait que tu puisses pas faire comme en top 14, rentrer les mecs. C'est vrai que nous, on est plutôt bon là-dessus. Parce qu'on a quand même des avants qui, malgré leur gros physique, arrivent à répéter les tâches. Donc, ce qui est assez intéressant. Donc, ouais, franchement, ça, c'est chapeau au staff et à Thibaut. On est quand même une équipe de haut niveau et notamment pour l'Europe, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres points positifs à mettre en avant? Non, pas spécialement. C'est vrai pour moi, on a fait une très bonne première mi-temps. On n'a pas tout transformé, mais notre première mi-temps était construite. La deuxième mi-temps, si le truc qu'on peut dire, c'est quand même on a eu le luxe de faire reposer la charnière très tôt en vue de Bristol. Alors peut-être que ça nous a coûté le bonus offensif pour les Saints, mais globalement, c'est quand même un luxe parce que moi, je tablais pas là-dessus si rapidement. En fait, je pensais qu'on allait physiquement les faire péter à la 60, tu vois, à la 60-65. Là, le match il était quasiment plié en plus à la mi-temps et on marque tout de suite après avec pas mal de chance. Donc, donc c'était un match qui s'est déroulé parfaitement. Donc Ouais. j'espère que ça va continuer. Ludo, pareil, c'est bon. Tu te rends compte quand même qu'on a fait des points positifs. On n'a pas parlé de Jalibert, de Porter, de Moefana, de Loulou. Penaud, on en a un peu parlé, mais c'est quand même à noter. Même s'ils ont fait tous un très bon match, notamment comme je disais juste avant, dans l'envie, l'engagement. Je trouvais ça super intéressant. Mais voilà, du coup, on les boude un peu, la patrouille de France. Il va falloir qu'ils mettent chacun un triplé à Bristol pour qu'on reparle d'eux. Mais en attendant Bristol, on va déjà faire un petit point classement. Et dans cette poule numéro 4 de la Champions Cup, donc l'UBB est première avec 15 points devant les Bristol Bears qui ont 14 points. Troisième, les Saints, 11 points, donc qui sont, comme on disait, à portée de l'UBB en cas de défaite non bonifiée de l'UBB. Et derrière, quatrième, la section paloise avec 5 points, les Scarlets 2 points et les Bulls 2 points. Bon, les Bulls, ils ont un peu lâché la compétition, hein. Ils ont pris 60 points par les Bears à domicile. La section paloise, je pense qu'ils se contenteront d'une quatrième place. Ils jouent les Scarlets, la section, du coup. Non, Non, ouais, c'est Northampton qui joue les Scarlets. ouais, c'est ça. Là, c'est Pau qui reçoit les Bulls. Ah voilà, non, ça, ils reçoivent les Bulls. Ok. Bon, du coup, ils devraient quand même se qualifier. À noter dans les autres poules, du coup, ce qui est un peu marquant, c'est la quatrième place du Stade Toulousain avec 7 points dans la poule numéro 1, où on a Glasgow, les deux Sharks, donc Sale et Durban, et les Saracens. Donc, à noter aussi que les équipes françaises font quand même pas le figure cette saison. Clermont, 0 points. Quand même, on disait que dans la majorité des matchs, il y avait des bonus offensifs à tir-larigot. 0 points, tout comme l'Aviron Bayonnais. Castres, 5 points. La section, donc 5 points aussi.
Enfin, c'est quand même un peu dramatique la situation des clubs français dans le Champions Cup. Après, c'est aussi dû au fait que le top 14 est très dense et que bah, tu profites, entre guillemets, de cette compétition pour faire souffler des mecs, que ce soit Clermont ou l'Aviron, ils n'ont pas systématiquement envoyé leur meilleure équipe, mais c'est quand même dommage ça. Oh, clairement, quand même, ils ont essayé. Pour le coup, pas comme Bayonne, par exemple, qui, dès le premier match chez elle, a fait l'impasse. Pour le coup, Clermont a essayé. Ils ont mis une belle équipe contre Glasgow. Bon, après, Glasgow, c'est quand même une très, très, très belle équipe qui joue bien au rugby, avec de très beaux joueurs. La grosse déception, c'est il y a Toulon, moi, qui me déçoit un peu. Je trouve que Alors Toulon, c'est un peu, je c'est un les ai peu pas mentionnés. Ils sont troisième de leur poule avec 9 points et ils ont battu le Munster. Munster. Ouais. Ouais, ils ont fait un gros match contre Bath, mais à contre Munster, ça a été très très compliqué. Et puis à l'extérieur, bon, ils sont plantés à Édimbourg. C'est pas gagné à Gloucester, hein, vu les performances qu'ils font à l'extérieur. Il faut qu'ils fassent attention. Et puis après, il y a Toulouse. Bon, ils sont tapés 2 tempêtes et 2 fois ils perdent. Donc visiblement, il faut les jouer sous la pluie. C'est vrai que Toulouse, ils ont perdu du coup ils ont perdu à Glasgow et Ouais, à du coup à Londres ouais, chez les Saracens Saracens. avec 2 fois effectivement des conditions assez Horrible. compliquées. Là, ils vont accueillir les Sharks de Sale qui sont deuxième de la poule et du coup si Durban, donc les Sharks battent, je crois que c'est Clermont qui va là-bas, quelque chose comme ça. Mais Fiat. Après la Challenge Cup c'est très bien aussi, hein, mais attention amis toulousains. Bon, j'ai quand même très peu de doutes que finalement ils vont finir Non, deuxième de deuxième. leur poule sans trop de soucis. Sauf surprise des Saracens à Glasgow, mais ça semble très, très compliqué, quoi. Alors j'ai pas pris le tableau provisoire des phases finales si on en restait là parce que de toute façon ça va bouger donc c'est pas Ouais. intéressant. On fera plutôt le point des phases finales et de la simulation jusqu'à la finale la semaine prochaine quand on aura bah, le tableau complet. Voilà pour le classement. Nous en gros si on met un point on est sûr de finir deuxième de la poule et si on gagne ben on sera premier. À savoir que l'enjeu, si quand même, c'est que comme l'an dernier, alors on va peut-être expliquer rapidement. En gros, les 4 premiers, donc il y a 4 poules. Chaque premier des poules des 4 poules sont classés entre eux, donc du 1 au 4. Ensuite, c'est les deuxièmes de chaque poule qui sont classés donc du 5 au 8, ainsi de suite jusqu'à la 16e équipe. Et ensuite, en phase finale, en 8e, c'est le premier rencontre le 16e, le deuxième le 15e, etc. Et ça vous fait un tableau qui vous amène jusqu'en finale. L'an dernier, par exemple, on était premier donc avec 20 points. Et c'était Ulster qui était 16e, qui était d'ailleurs dans notre pool, puisqu'on était allé jouer à Belfast, qui était venu à Chaban en étant 16e. Donc voilà, on verra comment ça se goupille, mais il faut idéalement finir dans les 2 premiers au global pour pouvoir être sûr de recevoir jusque en demi-finale. L'an dernier, ça avait été au Matmut contre Toulouse. Voilà pour le classement. Je vous propose qu'on fasse un petit tour par les actus du club. Et pour commencer les actus, on va pas mal parler des espoirs. Donc on a des Bordelais appelés avec France U20 pour préparer le tournoi des 6 nations U20. On a Ruben Pargard, pilier, Adrien Drault, le centre, et Joseph Laharac qu'on a vu en 10 et même un petit peu en 15, je sais plus. Non, peut-être surtout en 10 en début de saison notamment. Donc ils vont préparer le tournoi. Adrien Drault qui a prolongé avec l'UBB jusqu'en 2028. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour le club de pouvoir compter sur ce talent en devenir qu'on a vu quand même à 4 reprises cette saison. Je pensais qu'il avait joué une fois ou deux, mais en fait, il a joué 4 fois. Donc au poste de centre, c'est bien pour le développement de ces 3 joueurs. Ouais, carrément. C'est vrai qu'en plus, ils sont. Bah, Adrien, ouais, c'est bien qu'il ait prolongé. Il a fait quelques feuilles de match. Il a pu. Il a profité tout son des blessures qu'on a eues à ce poste. Donc, c'est bien qu'il ait goûté à ces feuilles de match. Et bon, voilà, c'est une suite logique qu'il soit avec les U20. La Harag, pareil. Quelques matchs en pro où il a été plutôt bon. Il performe en espoir. Après, c'est vrai qu'il y a quand même du beau monde à ce poste de 10. Pas sûr qu'il soit titulaire forcément. Alors je vais pas dire les noms parce que je vais les écorcher, mais Les 2 frères.
exactement, dont le 10 de Brive qui est excellent et qui a commencé à faire quelques feuilles de match en Pro D2 et qui avait été le titulaire. Il avait réussi à prendre la place de Yurde pendant la Coupe du Monde du vin l'année dernière, donc qui est un peu en avance, je pense, sur lui. Et moi, j'avais une question pour vous. Bobby Bissu, il s'est blessé? Bah, c'est une possibilité, ouais. J'ai Ouais, aucune parce que information là-dessus. autant Ibsayen, bon, je sais qu'il doit être en reprise, il n'est pas encore sur pied, mais Bobby, je pensais qu'il était fit. Donc, alors je sais pas si c'est un choix du club de le garder sous le coude, vu qu'il y a, mais bon, là, il y a quand même du monde qui revient en troisième ligne, donc je sais pas. Ouais, J'étais surpris de après, pas le voir. c'est de corps à corps le stage? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une. On sait jamais, hein, peut-être que Mm. les sélectionneurs prévient avant. Qu'il y aura peut-être des appelés en troisième ligne. Parce que je sais que Beauchaton sera encore blessé pour pas mal de temps. Ouais. Si Mathieu est appelé dans le groupe France, peut-être qu'ils ont décidé de garder Bobby. C'est peut-être ça. Alors, les dates, ça commence France-Irlande le 7 février et ça va jusqu'au 15 mars avec un France-Angleterre à La Rochelle. Donc, c'est à peu près au même moment du coup que les grands. Ouais, c'est en même Ouais, temps. c'est les mêmes week-ends, ouais. C'est les mêmes week-ends que les grands, ouais. Mais je sais pas quand est le stage, par contre, c'est ça que. Mm. Ah, c'est le stage. Le stage, je ne sais pas. Parce que ça risque de bouger, hein. Forcément, tu auras des mecs qui sont pris en club en Pro D2 par exemple, et après qui feront quand même les matchs, un certain match. C'est la semaine prochaine que ça commence à Ouais, Marcoussis, ok. donc c'est peut-être aussi un peu pour ça. C'est vrai que l'UBB côté espoir, et d'ailleurs on va pouvoir aller sur ce sujet-là, va jouer les playdowns cette saison, enfin sur cette fin de saison. Donc il y a peut-être des enjeux aussi de sauver sa peau sur cette fin de championnat, parce que après les matchs sont bien plus tard. Les matchs retour du coup des espoirs vont commencer le 21 mars. Donc bien après du coup le tournoi de destination. En gros, Ouais, tout s'arrête, hein. on va être dans la poule de Narbonne, Colomiers et Oyonnax. Et l'idée là, c'est de tout gagner. Ouais, là, il n'y a pas le choix, hein. Parce que Puis en normalement, il y gros, aura du monde. là c'est quoi les enjeux si on finit dernier de cette poule? Et ben, je pense qu'on passe dans la poule B. En fait, nous, là, on était dans une poule pour se qualifier. Euh, Non, en fait, j'en ai aucune idée. J'allais dire une bêtise parce que je pensais qu'en fait, on était déjà dans une poule entre guillemets supérieure. Enfin, on était dans la meilleure poule possible pour jouer les phases finales d'espoir. Et en fait, si tu finis dans les derniers, après, tu commences avec la poule inférieure entre guillemets. Et c'est là où en fait, quand tu es premier de cette poule inférieure, tu joues sûrement la montée pour après l'année suivante jouer les phases finales. Je pense que c'est un truc comme ça, à mon avis. Bon, on creusera pour le prochain épisode. De Ouais, toute j'avoue. façon, c'est pas avant mars. C'était surtout ça la nouvelle, c'est que les espoirs, on va pas les voir tout de suite. Heureusement, il y a les Lions qui vont pas trop tarder là. Je pense dans 2 semaines, il me semble. J'ai vu que sur Instagram qu'elles avaient repris l'entraînement. Autre nouvelle, on en a parlé donc Retière absente 2 semaines. Falatea aussi, Sipili, notre pilier droit. Alors on sait pas trop si c'est une élongation, un claquage, mais en tout cas c'est au niveau de la cuisse, donc il va manquer quelques semaines de compétition. Heureusement, on a ce bon vieux Thomas Kino qui est toujours là pour rendre de fiers services. Heureusement que lui aussi, il est dans les parages. Voilà pour les actus du club. Je vous propose qu'on passe au gros match du week-end. C'est face à Bristol. Et ce sera ce dimanche à 14h heure française, 13h heure anglaise. L'UBB se déplace à Bristol chez les Oursons pour la finale de cette poule. Bon, peut-être on va commencer par toi, Ludo, un avis un petit peu sur Bristol, sur l'équipe dans sa globalité. Bah, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est remontée il n'y a pas si longtemps en première division anglaise. Je crois que le club avait été racheté, donc ils avaient eu pas mal de moyens. C'est pour ça à leur remontée, et même avant de remonter, quand ils étaient encore en deuxième division, ils avaient recruté pas mal de joueurs assez connus, notamment Charles Putao, qui est un ancien All Blacks,
qui est arrivé alors qu'il était encore dans les clous pour la sélection, comme Steven Luatua, qui est toujours là en troisième ligne. Et, donc, ils font partie de ces équipes qui sont performantes, mais qui n'ont pas gagné grand-chose en fait depuis quelques années. Ils ont eu un peu ils sont montés, ils ont un peu stagné. Là, ils repartent bien cette saison. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même de la stabilité dans leur effectif et dans leur staff, parce que Pat Lam, qui est leur directeur du rugby, depuis leur remontée, il est toujours là. Et juste un point un peu actualité internationale, vous avez peut-être vu passer des articles, ça chauffe pas mal dans le staff des All Blacks actuellement. Il y a pas mal de bruit, mais depuis un moment, hein, depuis la tournée de fin d'année, comme quoi ça se passe pas bien avec Scott Robertson. Et donc, parmi les noms qui sont évoqués pour éventuellement le remplacer, Scott Robertson, qui est le sélectionneur. Et sélectionneur des All Blacks. effectivement, on a vu aujourd'hui que Hardy Savea pourrait potentiellement faire un Ouais, move en Europe parce c'est ça. qu'ils en ont marre du management. C'est pour ça que ça a beaucoup fait parler aujourd'hui, c'est que Hardy Savea a sous-entendu que s'il n'y avait rien qui changeait au sein du staff néo-zélandais, il était prêt à faire une croix sur la sélection et sur la Coupe du Monde, et soit continuer au Japon, là où il est en sabbatique pour cette année, soit partir en Europe, en gros chez le plus offrant. Et donc forcément, vu qu'on parle de Hardy Savea, ça fait beaucoup réagir. Et parmi les noms évoqués pour éventuellement remplacer Scott Robertson s'il venait à être démis de ses fonctions, le nom de Pat Lam revient quand même assez régulièrement, parce que c'est un entraîneur qui a une assez belle cote, et qui en plus connaît bien le rugby européen maintenant. Ça fait un moment qu'il est à Bristol. Donc voilà, c'est pour resituer un peu le CV de Pat Lam, qui auparavant était quand même un grand joueur samoan, qui a disputé les Coupes du Monde 95 et 99 notamment. Et donc à Bristol, donc bel effectif, hein. Ils ont des très bons joueurs à toutes les lignes. Parmi les noms connus, on peut parler d'Ellis Genge, le pilier gauche de l'Angleterre. Donc on connaît le Baby Rhino, qu'on connaît bien. Il y a des joueurs un peu moins connus, mais qui sont très très bons. Alors, en deuxième ligne, ils ont Pedro Rubiolo, qui était le deuxième ligne titulaire de l'Argentine depuis cette saison, qui a un peu pris la place de Guido Petti, Lavanini et compagnie, qui s'est vraiment imposé. Et dans les recrues récentes, derrière, on peut parler de Luis Rizamit, hein, qu'il faudra surveiller. Ça va faire un beau duel, je pense, sur l'aile avec Louis. Un petit avant-goût de tournoi des Nations, même si ce sera peut-être un peu plus déséquilibré lors du tournoi. Luis Rizamit, qui avait un peu crevé l'écran il y a quelques éditions du Six Nations, et qui a essayé de faire une petite pige en NFL. Ouais. Il a fait quoi? Il a fait 2-3 saisons là même, mais finalement il a pas percé. Mais il a jamais vraiment joué. Il a été dans les squads d'entraînement, mais il a jamais vraiment joué. Et par contre, depuis qu'il est revenu, là on l'a vu à tournée de novembre, si vous avez regardé un peu les matchs des Pays de Galles. Bon, l'équipe du Pays de Galles, ça va pas du tout, hein, évidemment, mais lui, ça va plutôt bien. Physiquement, il est affûté comme jamais. Alors, il a pas beaucoup joué au foot US, mais il a fait en tout cas, il a fait du physique. Donc, en termes de vitesse, en termes de puissance, il est toujours au top. Donc, c'est un vrai facteur X. Et ils en ont d'autres. Là, je cite que les plus connus, mais ils ont des joueurs fidjiens, notamment Mata en troisième ligne, qui est lui aussi un platane, qui est un gros porteur, qui est toujours titulaire en sélection d'ailleurs, alors qu'il a 35 ou 36 ans. Mais ouais, il y a des grosses individualités. Après, c'est les clubs anglais. On sait qu'ils ont moins de moyens que les clubs français. Les doublures sont pas forcément au même niveau, donc le banc est peut-être un poil plus léger. J'ai pas regardé leur match de ce week-end, donc je sais pas s'ils ont eu des blessés, s'il va leur manquer du monde, mais voilà, ça manque peut-être un poil de profondeur. Quand le 15 titulaire est là, c'est costaud. Franchement, faut pas penser que ça va être un match facile et qu'on va dérouler. Après, pour le coup, j'avais dit que ce serait compliqué chez les Bulls, et finalement les Bulls, ils ont décidé de pas jouer la compétition, donc ils se prennent que des tôles, mais même si sur le papier c'est une belle équipe aussi. Là, pour le coup, Bristol, ils ont beaucoup à perdre s'ils s'imposent pas, donc ils vont jouer le match à fond. Non, c'est sûr, ouais. Non, juste, t'as aussi celui qui a envoyé notre Max dans le poteau. Oui, bravo vous. Pour ceux qui s'en Bravo, souviennent, le c'était au Matmut. centre fidjien, ouais.
Au Matmut, Ouais. quand Maxime Lucas se prend le poteau plein fer, bah, c'est Ravouvou qui a inscrit l'essai. Ouais, lui, c'est un joueur spécial aussi, hein. Ouais. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était avec les Fidji de Rua, la première saison où il y a. Bah, et c'est un des joueurs qui crevait l'écran avec Abosi, qui a après signé au Racing. J'aurais bien aimé l'avoir au club. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer centre, ailier, qui a cette capacité en fait à casser des plaquages assez facilement et à faire des relances de l'espace. Mais ouais, comme Ludo a tout dit, c'est une équipe avec un 15 très solide, qui, comme beaucoup d'équipes de Premiership, est très forte en attaque, avec des très beaux lancements. Donc, et je pense qu'ils vont pas changer leur philosophie, ils vont vouloir attaquer, pour marquer assez rapidement. Nous, l'objectif, ça va être comme avec Northampton, c'est grosse défense et essayer de stopper ça parce que je pense que physiquement, on va pouvoir prendre le dessus. Parce qu'on aura probablement un meilleur banc. En plus, il faut pas oublier qu'ils sont partis au bout, c'est qu'ils ont joué le truc à fond. Donc, ils vont se taper aussi un voyage cette semaine avec, en passant de 30 degrés à altitude à, je sais pas combien il va faire à Bristol, mais à mon avis, on sera plus proche des zéros que des 30 degrés. Donc voilà, il y a ça à digérer, ce voyage, ce match qui finalement, alors personne n'a défendu, mais t'as quand même couru. Mais par contre, c'est vrai que là, je pense que l'entraîneur de la défense a dû, à la vidéo, il a dû suicider le pauvre, parce que c'était un enfer, personne ne voulait plaquer, quoi. Parce que quand tu encaisses 50 points, bon, ils en ont marqué 61, donc ça suffit, hein, de toute façon, quand tu marques plus que l'adversaire. Mais voilà, donc ça va être assez compliqué. Il faudra vraiment qu'on arrive à réitérer ce match de Northampton, notamment dans le fait d'avoir cette défense agressive et pouvoir casser leurs attaques. Si on arrive à les gêner là-dessus, je pense qu'on pourra les faire péter physiquement. Et je pense que ça va être l'objectif du staff et de Bru, quoi, viser cette période de 60e pour essayer de, de casser tout ça, quoi. Et Bristol, qui est une des rares équipes à avoir battu les Saints, du coup, cette année. Effectivement. Ouais. Ils leur ont même mis une tôle. Ils leur ont mis 46-12. Après, ce que j'avais noté, c'est qu'ils ont. C'est un peu comme chez nous, hein, en championnat anglais, c'est que il y a souvent des gros scores et les équipes qui se déplacent ont tendance à repartir les valises pleines. Et donc, Bristol, à la maison, ils ont battu Northampton 46-12. Donc, voilà, petite alerte quand même, parce qu'eux aussi, ils ont su bien manœuvrer cette équipe-là. Bon, après, ils sont pris des fessées à Bath et contre les Saracens. Mais bon, ils ont quand même un bilan positif cette saison, hein. Autant ça faisait 2 saisons qu'ils étaient un peu moins bien, autant là, ils tournent vraiment, vraiment bien. Donc, méfiat. Ça va être compliqué. Ça va être un gros match. Mais Fiat à eux surtout parce que nous, on va aussi leur envoyer une petite équipe sympa. En tout cas, de ce que nous, on va proposer chez les U-Babies. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On rappelle quand même du coup que Max Lucu, Arthur Retière, Marco Gazzotti, Pierre Beauchaton sont inaptes pour ce match. Sipili Falatea aussi. Il manque quelques joueurs. Mais globalement, l'infirmerie est plutôt tranquille en ce moment. Je pense, en tout cas, je prévois que Yannick Bru va encore mettre la meilleure, ou en tout cas quasiment, peut-être à 90% la meilleure équipe possible, peut-être avec quelques joueurs qu'on va pouvoir reposer. Ce que je vous propose, c'est en première ligne, en titulaire, Jefferson Poirot, Maxime Lamotte et Carlos Sadi, donc exactement la première ligne qu'on avait face aux Saints. Par contre, et ça, c'est vraiment basé sur les photos d'entraînement que j'ai pu voir sur Instagram aujourd'hui. Donc, sur pas énormément d'infos non plus, mais ça peut me paraître cohérent. C'est d'avoir un Hugo Boniface, donc avoir du coup un Perchaud qui a joué 17 matchs sur 17 cette saison au repos. Konorsa, de retour. Et Ben Tamifuna, de nouveau en remplaçant. J'aime bien ce rôle-là qu'il peut avoir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux premières lignes? Très bien. Bah, de toute façon, la première ligne titulaire, je pense qu'elle va être maintenue. Sadi aura un autre client, comme l'a dit Ludo, Kigenj. Je pense qu'il va débuter parce qu'il a commencé sur le banc chez les Bulls. Donc là, il aura un très bel adversaire. Et après, oui, effectivement, Bonny, en plus, ça peut être un match qui peut le réussir, quoi. C'est un pilier qui fait pas mal de mouvements. Les remplaçants droitiers, enfin, c'est pas non plus la plus grosse mêlée anglaise, de Premiership. Donc Bonny sera très bien là-dedans. Et puis Connor, c'est bien de le revoir parce qu'en plus,
C'est vrai qu'on n'a pas vu Barlow sur les différentes photos, mais donc c'est bien de revoir Connor qui va avoir sûrement en remplaçant un petit talon casqué qui est assez rigolo, Tucker là, qui est un hyperactif. Il fait 1m73 et il est assez petit, et c'est un hyperactif qui est très sympa à avoir joué parce qu'il joue un peu comme un 3/4 qui joue devant, donc ça va être un beau duel sur le banc et d'impact player. Ok, Ludo, je te garde pour la deuxième ligne du coup. Je vais partir sur Coleman Caso. Par contre, et là aussi ça fait partie des petites têtes que j'ai vues sur les photos, je mettrais un Johnny Gray et du coup un Boris Palu qui lui aussi, comme Perchaud, raterait le premier match de la saison. Vu qu'il est non-gif, je me dis ça fait d'autant plus sens de le mettre en Champions. Ouais, moi je trouve ça très bien. Gray, faut qu'il garde un peu le rythme. Je trouve ça bien aussi pour un match à l'extérieur en Grande-Bretagne d'avoir un Johnny Gray qui a joué dans ce championnat pendant de longues années, qui connaît bien, qui sera à l'aise. Même pour la communication avec les arbitres, tout ça, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça d'expérience, des joueurs britanniques d'expérience. Donc je trouve que c'est plutôt adapté de le mettre dans ce contexte-là. Sur la troisième ligne, je garderai la troisième ligne qu'on a eu face aux Saints, donc Duprez, Matthew, Woki. Le changement serait sur le banc avec un Jacobs plutôt qu'un BVT. Là, j'ai pas tellement de réflexion à apporter. C'est plus, je me dis, un Jacobs qui est non-gif. Encore une fois, ça peut être bien de le mettre. Mais aussi bien peut-être que BVT va remplacer Mathieu dans le 8 titu. Je sais pas. Je pense qu'on va essayer de mettre quelque chose le plus fort possible. Donc ça pourrait y ressembler. Ouais, carrément. Mathieu, par contre, il enchaîne pas mal, hein. Bon, après, il est toujours performant. J'ai l'impression que plus il joue, plus il est performant, donc pourquoi pas. Bastien, je le vois quand même dans le groupe. En plus, il a fait quand même une très belle rentrée ce week-end, donc je le vois encore dans le groupe à la place de Jacobs. Après, à voir si on repart sur un 6-2 ou si on fait un 5-3, vu qu'on n'a plus Rottière. Il y en a qui pensaient à Carberry 9-10. Enfin bon, je sais pas si on va repartir sur un Tu 6-2 veux faire ou le si on va banc avant que je te le propose, c'est ça? Pardon. Non mais Non, mais ça d'où spoil et tout. mais s'il y a 6-2, Peut pas attendre 2 minutes, quoi. Pousse, il y aura Jacob. C'est juste parce que t'as mis Jacob. Jacobs. Jacobs. Moi, je le vois juste que s'il y a un 6-2. Voilà. Très bien. Et ben du coup, moi j'ai prévu un 5-3. Voilà. Non, mais en tout cas, charnière, du coup, il n'y a pas de doute. Pagerello, Jalibert, je pense. Ouais. Donc là-dessus. Et derrière, la même chose que face aux Saints, avec juste. En fait, je sais pas si Buros est remis ou pas. Donc est-ce que ce sera Buros ou Rayassi? Toujours est-il que sur les photos de l'entraînement, il y a bien Romain Buros. Que hier, Stock Ian qui m'a envoyé la vidéo d'une story du club où tu vois Buros qui fait je sais plus, des squats sautés ou des choses comme ça. Donc visiblement, il est quand même apte. Donc moi, j'ai mis plutôt Buros. Et sur le banc, du coup, effectivement, il y a plusieurs sons de cloche. Alors sur le site d'ici Gironde, il parlait plutôt de Joey Carberry remplaçant en 9. Mais moi, je pense que ce sera plutôt Sean Mousquet. Dans un profil un peu parce que je l'imagine un peu à la Arthur Retière en fait. Un peu un utility back qui peut même dépanner 9, mais j'ai pas tellement d'idées s'il peut vraiment dépanner 9 ou pas. Carberry, moi j'aime beaucoup le joueur, mais en 9, il m'a pas non plus transcendé sur les 3 minutes qu'il a fait ce week-end. Donc j'imagine plutôt un Mousquet avec en dernière option un Van Rensburg du coup sur le banc pour compléter ce banc, ce qui nous ferait un Mousquet, Carberry, Van Rensburg, et du coup tu couvres à peu près tous tes postes. En fait, le problème c'est que si tu mets Carberry remplaçant en 9, bah derrière en fait t'as pas de remplaçant pour ton 10 quoi. En fait, c'est que tu pars du principe que y a un de tes mecs de ta charnière qui va faire 80 minutes. Et plutôt Voilà. le 9 du coup. Et plutôt le 9.
et plutôt le 9. Tu te dis que Martin, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes tout, il faut pas que tu te pètes à la 5e minute parce que sinon on est dans la merde. Par contre, sur ta compo, alors là, je trouverais ça un peu dur quand même que Rayassi n'y Ouais. figure pas. C'est ce que j'avais envie de dire. Parce que je suis globalement d'accord, mais sortir Rayassi après son match du week-end dernier, après c'est le jeu, hein, mais ce serait un peu dur. Ouais. Je pense que là, il prend. Enfin, je sais pas si mentalement, il prend pas une petite gifle derrière la tête, quoi. C'est-à-dire que quel type de prestation il doit faire pour enchaîner. Mais du coup, ou alors tu fais un 4-4. Mais non, mais en fait, c'est parce que du coup, je sais pas où le mettre vraiment. Ou alors, bah, tu le laisses et Buros, tu lui fais encore une semaine de repos. C'est possible, hein. Parce qu'on sait pas tellement ce qu'il avait, Romain Buros. Donc Ouais, c'est 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 ça. aussi possible que, en fait, Réassi, tu le fasses enchaîner et que Romain Buros te reste au chaud à Bordeaux. Effectivement. Ouais. Ou sinon, tu peux le mettre sur le banc, hein. Ouais, il peut couvrir ailier, 15, 10. Bon, il a jamais joué, mais je pense qu'il a les qualités. Ouais, bon. Ah, s'il joue 10, ouais, ok, pourquoi pas, hein. Mais du coup, ouais, sinon, tu fais un Carberry. Tu gardes ton Carberry Rayassi Van Rensburg, sinon. Tu peux faire ça aussi. Mais Rayassi, je le vois vraiment enchaîner. Pour le coup, vu la prestation qu'il a faite, en plus, comme tu dis, tu as toujours le fait qu'on s'en fiche des gifs, etc. Ouais, je le verrais bien enchaîner. Je sais pas si ça sera. En plus, c'est une équipe. Je suis pas sûr que ça va être une équipe qui va nous arroser. Alors après, je suis pas non plus un expert de la première chip, des Bristol, mais je sais pas. C'est plutôt comme Northampton. Je pense qu'ils vont vouloir prendre le contrôle du ballon. Donc je pense pas qu'ils vont nous arroser parce que je suis pas sûr qu'ils aient des chasseurs de très haut niveau comme peut l'avoir Northampton par exemple, même s'ils l'ont pas fait, mais comme Freeman, etc. Donc s'il porte le ballon, tu vois, un contre-attaquant comme lui, ouais, je le verrais bien enchaîner. Sinon, tu reposes Moefana. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a pas joué, mais tu mets Van Rensburg titulaire et du coup tu mets ton Rayassi sur le banc à la place de Van Rensburg et Moefana reste à la maison. Ça, c'est chaud, ça aussi. Ah bah, Je trouverais ça étonnant qu'il repose qui que ce soit sur un match comme ça. Non, mais en tout cas, ce qui est bien, et là, ça fait plaisir d'avoir ce débat, c'est qu'on peut faire ce débat. Du coup, il y a assez de monde, il y aura des vrais choix tactiques, il y aura un vrai banc construit, tu subis pas, quoi. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a le choix, quoi. Et donc, il y a des choix sportifs, et donc ça va même potentiellement frustrer des mecs, quoi. Et donc, c'est toujours intéressant quand tu frustres des mecs de haut niveau, donc c'est bien. Ça va pouvoir resserrer le groupe. ouais, complètement. Et tu vois, il y a des Huberti, enfin, il y a encore d'autres mecs derrière, hein. Etchegaray, enfin, il y a des joueurs qui aimeraient pouvoir jouer un peu plus et qui sont bloqués sur ce genre de période. Mais on aura besoin d'eux sur d'autres matchs, Stade Français, Montauban, etc., qui vont aussi arriver assez rapidement. Bon, bah, on n'a pas réussi à trancher du coup sur notre compo. Voilà, vous n'hésitez pas à nous envoyer du coup des messages sur Insta ou sur Twitter pour nous dire ce que vous en pensez, si vous voulez sanctionner Rayassi pour son triplé ou si vous voulez le laisser sur la feuille pour Bristol. Moi, j'ai hâte d'y être parce que je serai au match et du coup, j'espère qu'il fera pas non plus trop froid ni trop de pluie. N'hésitez pas à faire coucou si vous êtes aussi là-bas. On pourra se trinquer dans les tribunes sur le triplé de Cameron Wauki. J'en profite aussi pour embrasser Laure, nouvelle auditrice du podcast, puisque elle est venue au monde en cette fin d'année. Donc bravo aux parents. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et j'ai gardé la petite dédicace pour Laure pour voir si son papa écoute les épisodes jusqu'au bout. Merci Ludo d'avoir participé à ce podcast. C'était la deuxième fois que tu venais. On rappelle qu'on te retrouve toutes les semaines ou quasi sur Corero Rugby, Korero, pour ceux qui sont intéressés par le rugby de l'hémisphère sud. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le podcast ? Ouais, alors c'est un podcast qu'on a lancé il y a quoi? Il y a un peu plus de 6 mois maintenant avec un copain qui est journaliste, qui bosse notamment régulièrement pour Actu Rugby.
qui s'appelle Nico. Et donc, ouais, nous, on se focalise vraiment sur l'actualité hémisphère sud. Alors, actualité, et pas seulement. On fait aussi des épisodes où on parle vraiment du fonctionnement des compétitions là-bas, du rugby amateur. On essaie d'avoir, nous aussi, des invités différents à chaque fois. Donc, on a eu des gens qui... pas forcément des pros, mais des gens qui sont là-bas, qui jouent en amateur, des francophones. Donc c'était assez cool. Et dernièrement, là, le dernier épisode, j'étais très content parce qu'on a reçu Francis Elteral, donc qui était la voix du rugby de l'hémisphère sud sur Canal et ancien journaliste de l'équipe pendant pas mal d'années, qui maintenant est à la retraite et qui est une mine d'informations incroyable, qui a plein d'histoires sur les joueurs des années 70 à nos jours, et donc des avis assez tranchés. Donc c'était passionnant d'échanger avec lui. Donc ça change un peu les thématiques. Donc voilà, c'est cool, on s'amuse bien. Voilà, vous pourrez inviter Yann pour qu'il vous parle de son amour pour les joueurs fidjiens prochainement. Si tu veux venir parler des Fidjian Drua avec nous, avec grand plaisir. Voilà, il faudra juste que je m'entraîne sur les noms. C'est ce que j'allais dire. Mais cool, Delteral, c'est vraiment... moi, quand j'ai regardé Canal pour les matchs des tournées, etc., le Super Rugby, voilà, c'est une petite bible du rugby où il raconte toujours cette petite anecdote qui est vachement rigolote. Donc, c'est un mec hyper intéressant. Donc, allez écouter, vraiment un mec passionnant et passionné. Ouais, allez. Et il est dans la vie comme il est à l'antenne, c'est-à-dire que moi, quand j'ai dû l'appeler pour lui expliquer comment ça avait fonctionné le podcast, il m'a tenu la jambe pendant 45 minutes à me raconter déjà 15 anecdotes sur ses tournées, quand il allait voir les matchs là-bas et tout ça. Donc vraiment, il est pareil. Donc c'est un plaisir. On vous laisse le lien en description du coup si vous voulez aller écouter Ludovic sur Corero. Merci à tous les deux, merci à vous tous qui avez écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Bonne fin de semaine et puis passez un bon week-end jusqu'à dimanche 14h pour ce match de Champions Cup face aux Bristol Bears. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.